Bienvenue sur la chaîne Page Sonore où les grandes œuvres littéraires prennent vie. Aujourd'hui, nous partons pour la Normandie du XIXe siècle dans un roman qui peint avec une précision cruelle les espoirs brisés d'une femme, Une vie de Guy de Maupassant. Publié en 1883, ce chef-d'œuvre réaliste suit Jeanne, une jeune fille pleine de rêves dont l'existence s'effrite sous le poids des désillusions. Si vous êtes prêt à plonger dans une histoire d'amour, de trahison et de solitude, restez avec nous. Et si vous aimez les récits qui sondent l'âme humaine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous sommes en 1819, dans une Normandie battue par les vents, où les falaises crayeuses dominent la mer et les champs s'étendent à perte de vue. Jeanne de Lamarre, une jeune fille de 17 ans, quitte le couvent de Rouen où elle a grandi, le cœur débordant d'espoir. Blonde, délicate, avec des yeux bleus pleins d'innocence, Jeanne est la fille unique du baron Simon-Jacques et de la baronne Adélaïde, des nobles désargentés mais attachés à leurs traditions. Leur château, les peuples, un manoir délabré près d'Yport, est un refuge d'un autre temps, entouré de pommiers noueux et de prairies humides. Jeanne, nourrie de romans sentimentaux, rêve d'amour, d'aventure et d'une vie éclatante. Elle imagine un époux galant, des voyages, des bals, ignorant tout des réalités du mariage et de la société. Les premiers jours au peuple sont un enchantement. Jeanne, libre après des années de couvent, s'émerveille de tout, l'odeur salée de la mer, le cri des mouettes, les couchers de soleil sur les falaises. Elle passe ses journées à flâner avec son père, un homme doux mais faible, ou à écouter sa mère, une femme mélancolique qui cache des lettres d'amour d'un passé oublié. Les domestiques, Rosalie, la bonne robuste, et Ludivine, la cuisinière, rythment la vie du château avec leurs chansons normandes. Mais cette idylle est fragile. Maupassant, avec sa plume précise, décrit un monde où la beauté de la nature contraste avec la dureté des existences. Jeanne, dans son innocence, ne voit pas les ombres qui s'annoncent, la solitude du château, les dettes des Lamarre, la pression d'un mariage avantageux. Un jour, un voisin se présente, Julien de Lamotte, un jeune vicomte de 25 ans, récemment installé dans un domaine proche. Grand, brun, avec une moustache soignée et des manières élégantes, Julien séduit immédiatement Jeanne. Lors d'une promenade en barque, sous un ciel d'azur, il lui parle avec une douceur qui la fait rougir. Jeanne, éblouie, voit en lui le héros de ses romans. Le baron et la baronne, ravis de cette alliance, encouragent la cour. Julien, bien que courtois, cache une froideur. Il est ambitieux, avare, et voit en Jeanne une dot respectable et une épouse docile. Mais Jeanne, aveuglée par l'amour, n'y voit que passion. Après quelques semaines de visite, Julien demande sa main. Le mariage est fixé à l'automne, dans l'église d'Yport, sous les regards émus des paysans. La cérémonie est un moment de grâce. Jeanne, en robe blanche, avance au bras de son père, tandis que les cloches sonnent et que les villageois s'émerveillent. Le banquet, au château, déborde de plats normands, cidre pétillant, poulet rôti et tarte aux pommes. Julien, souriant, joue son rôle à la perfection, mais ses yeux trahissent une impatience. La nuit de noces, dans la chambre nuptiale, marque le premier choc pour Jeanne. Julien, brusque et égoïste, la traite sans tendresse, révélant une nature dominatrice. Jeanne, choquée, pleure en silence, comprenant que l'amour de ses rêves n'est pas celui de la réalité. Maupassant, avec une cruauté subtile, décrit ce moment comme le début d'une désillusion. Jeanne, encore enfant, entre dans un monde d'adultes impitoyables. Le couple part en voyage de noces en Corse, un périple censé sceller leur union. Les paysages sauvages, montagnes abruptes, maquis odorants, mer turquoise ravissent Jeanne, qui retrouve un peu de son émerveillement. Mais Julien, obsédé par les dépenses, se montre mesquin, critiquant les auberges et limitant les excursions. Ses attentions, rares, sont calculées, et ses nuits d'amour, mécaniques, laissent Jeanne insatisfaite. Elle commence à voir son mari tel qu'il est, un homme sans cœur, égoïste et avide de contrôle. Pourtant, elle s'accroche à l'espoir, croyant pouvoir l'aimer. À leur retour au peuple, l'hiver normand s'installe, et avec lui, une routine pesante. Julien prend les rênes du domaine, imposant des économies strictes, tandis que Jeanne, enceinte, se replie dans ses rêves. La grossesse de Jeanne est un mélange de joie et d'angoisse. Elle imagine son enfant, un garçon qu'elle nommera Paul, comme un refuge d'amour. Mais des tensions émergent. Rosalie, la bonne, semble distante,
et Julien, irritable, s'absente souvent. Un soir, Jeanne surprend une vérité dévastatrice. Julien entretient une liaison avec Rosalie. La jeune femme, accablée, confronte son mari, qui admet l'affaire avec cynisme, minimisant sa faute. Rosalie, enceinte elle aussi, est renvoyée chez ses parents. Mais Jeanne, brisée, pardonne à Julien, par faiblesse et par peur du scandale. Maupassant peint ce moment avec une lucidité implacable. Jeanne, en perdant ses illusions sur l'amour, entre dans une vie de compromis et de souffrance silencieuse. Les peuples, le vieux château normand des Lamarre, se dressent sous un ciel gris, où les vents d'automne charrient l'odeur de la mer et des pommiers. Jeanne de Lamarre, désormais épouse de Julien de Lamotte, vit dans un monde où ses rêves d'amour se sont effrités. À 18 ans, enceinte et marquée par la trahison de son mari avec Rosalie, la bonne Jeanne s'accroche à l'espoir que son enfant, Paul, apportera du sens à sa vie. Mais la Normandie, avec ses pluies interminables et ses horizons brumeux, semble refléter son âme. Un mélange de beauté mélancolique et de vide oppressant. Maupassant, avec sa plume réaliste, nous plonge dans la routine de Jeanne, où chaque jour creuse un peu plus son désenchantement. L'accouchement de Jeanne, en 1820, est un moment de lumière dans son existence ternie. Paul, un garçon robuste aux boucles blondes, naît dans la chambre du château, sous les regards tendres du baron Simon-Jacques et de la baronne Adélaïde. Jeanne, épuisée mais comblée, voit en son fils un ange, une raison de vivre. Elle l'entoure d'une affection débordante, passant ses journées à le bercer, à lui chanter des chansons normandes, ignorant les remontrances de Julien. Ce dernier, toujours avare, gère le domaine avec une rigueur froide, réduisant les dépenses et surveillant chaque sou. La liaison avec Rosalie, bien que terminée, a laissé des traces. Julien traite Jeanne avec une indifférence teintée de mépris, la reléguant au rôle d'épouse docile. Rosalie, de son côté, a accouché d'un fils illégitime, élevé par ses parents paysans, mais Jeanne, par pitié, lui envoie en secret de l'argent, malgré la colère de Julien. La vie au peuple s'installe dans une monotonie pesante. Jeanne, isolée, trouve du réconfort dans la nature. Elle marche le long des falaises d'Yport, où les vagues écument contre les rochers, ou s'assoit dans le jardin, sous les pommiers tordus. Mais ces instants de paix sont rares. Julien, obsédé par son statut, fréquente les nobles du voisinage, comme les Fourville, un couple austère, ou les Coutelier, des bourgeois enrichis. Ces visites, où Jeanne doit jouer la parfaite hôtesse, l'ennuient. Elle se sent étrangère dans ce monde de convenance, où les conversations tournent autour des dots, des chasses et des ragots. Maupassant excelle à décrire cette société normande, figée dans ses traditions, où les femmes sont réduites à des rôles décoratifs. Un drame secoue cette routine. La baronne Adélaïde, affaiblie par une santé fragile, s'effondre un soir après un dîner. Son état, aggravé par une vie de regrets et de secrets, ses lettres d'amour d'un amant passé, découvertes par Jeanne, s'aggravent. Elle meurt paisiblement, entourée de sa famille, laissant Jeanne et le baron dans un chagrin profond. Jeanne, orpheline de mère, se sent encore plus seule. Le baron, perdu sans sa femme, se replie dans ses souvenirs, passant ses journées à lire ou à errer dans le parc. Julien, insensible, voit dans cette mort une opportunité. Il hérite d'une partie des biens des Lamarre, qu'il gère avec une avidité accrue. Jeanne, blessée par son cynisme, se réfugie dans l'amour pour Paul, qui grandit, trottinant dans les couloirs du château, son rire éclairant les pièces sombres. Les années passent, et Paul devient l'unique lumière de Jeanne. À 5 ans, en 1825, c'est un enfant vif, curieux, adoré par sa mère et son grand-père. Jeanne, désormais 23 ans, a perdu ses illusions de jeunesse. Son visage, jadis rayonnant, porte des cernes, et ses robes, usées, trahissent les économies imposées par Julien. Elle découvre une nouvelle trahison. Julien a repris une liaison, cette fois avec Gilberte de Fourville, la jeune épouse du comté de Fourville, un homme jaloux et colérique. Les rendez-vous clandestins de Julien, dans une cabane de chasse, sont murmurés par les domestiques. Jeanne, humiliée, choisit le silence, par peur du scandale et par lassitude. Mais le comte de Fourville, alerté par des ragots, surprend les amants. Dans un accès de rage, il les tue tous deux, précipitant leur corps du haut d'une falaise. Ce double meurtre, couvert par les autorités comme un accident, secoue la région. Jeanne, veuve à 23 ans, hérite du titre de vicomtesse. Mais cette liberté est amère. Elle est seule, avec un enfant et un père vieillissant,
dans un château qui semble maudit. Jeanne tente de se reconstruire. Le baron, son dernier pilier, l'encourage à se consacrer à Paul, qu'il surnomme Poulet. Les peuples, malgré les dettes, restent leur refuge. Jeanne, libérée de Julien, retrouve un peu de sérénité. Elle engage une nouvelle bonne, organise des piques sur la plage d'Yport et enseigne à Paul les lettres et les comptes. Mais l'argent manque. Les terres des Lamarre, mal gérées par Julien, rapportent peu, et le baron, généreux mais imprévoyant, dilapide ses économies. Jeanne, forcée d'apprendre la gestion, découvre l'ampleur des dettes. Elle vend des bijoux, réduit le personnel et limite les dépenses, mais la misère guette. Maupassant, avec sa précision réaliste, décrit cette lente descente. Le château, jadis chaleureux, devient froid, ses tapisseries fanées, ses cheminées éteintes. Paul, à 10 ans, change la dynamique. Envoyé en pension à Rouen, il s'éloigne de Jeanne, qui souffre de cette séparation. Ses lettres, pleines d'affection, sont son seul réconfort. Mais Paul, adolescent, se transforme. Il devient rêveur, indiscipliné, fuyant l'autorité. Jeanne, aveuglée par son amour maternel, ne voit pas ses failles. Le baron, affaibli par l'âge, s'éteint paisiblement en 1830, laissant Jeanne orpheline. À 28 ans, elle est seule au peuple, avec un fils distant et un domaine en ruine. Maupassant peint ce moment comme un tournant. Jeanne, jadis pleine d'espoir, est une femme brisée, mais son amour pour Paul la pousse à survivre. Les peuples, le château normand des Lamarre, s'effritent sous les assauts du temps et des tempêtes. En 1830, Jeanne de Lamarre, veuve à 28 ans, vit seule dans ce manoir délabré, orpheline de ses parents et séparée de son fils, Paul, en pension à Rouen. La mer, dont les vagues grondent au loin, et les champs boueux de l'Yport semblent refléter son âme. Un horizon fermé, une existence usée par les désillusions. Jeanne, jadis, une jeune fille rêveuse, est devenue une femme marquée par les pertes, son mariage brisé, ses parents disparus, ses espoirs éteints. Pourtant, son amour pour Paul, qu'elle surnomme Poulet, reste son ancre. Maupassant, avec une précision cruelle, nous plonge dans les dernières décennies de Jeanne, où chaque jour est un combat contre la misère et le vide. Paul, à 15 ans, en 1835, inquiète Jeanne. Ses lettres, autrefois tendres, se raréfient et ses visites au peuple sont marquées par une distance nouvelle. En pension, il s'est lié à des camarades douteux, adoptant des manières arrogantes et des goûts dispendieux. Jeanne, aveuglée par son amour maternel, lui pardonne tout, envoyant ses maigres économies pour payer ses dettes de jeu ou ses caprices. Les peuples, déjà fragilisés par les gestions avares de Julien et les générosités imprudentes du baron, sombrent dans la ruine. Les toits fuient, les murs s'effritent, et Jeanne, pour survivre, vend des terres et des meubles. Les domestiques, réduits à une vieille bonne, peinent à entretenir le château. Les villageois d'Yport, jadis respectueux, murmurent sur la folle des peuples, une vicomtesse déchue qui parle seule dans son jardin. Un coup dur frappe Jeanne. Paul, à 20 ans, abandonne ses études et s'installe à Paris, séduit par une vie de plaisir. Il tombe amoureux d'une femme, une courtisane sans scrupules, qui l'entraîne dans une spirale de dettes. Jeanne, alertée par une lettre désespérée de son fils, vend ce qui reste des terres familiales pour le sauver. Elle s'installe à Paris, dans un appartement sordide, espérant ramener Paul à la raison. Mais la courtisane, manipulatrice, le tient sous son emprise, et Paul, faible, rejette sa mère, la traitant d'importune. Jeanne, humiliée, retourne au peuple, le cœur brisé. Maupassant peint ce moment avec une lucidité déchirante. Jeanne, en sacrifiant tout pour Paul, n'a récolté que l'ingratitude, un écho de ses illusions perdues. Les années s'écoulent, inexorables. En 1845, Jeanne, à 44 ans, vit recluse au peuple, presque indigente. Ses cheveux, désormais gris, et son visage ridé portent les traces d'une vie de chagrin. Le château, à moitié abandonné, est envahi par les herbes et les rongeurs. Jeanne passe ses journées à tricoter près d'une fenêtre, fixant la mer, ou à relire de vieilles lettres de ses parents. Les souvenirs, ses promenades d'enfance, son mariage, la naissance de Paul, l'obsèdent, mais ils sont teintés d'amertume. Elle se reproche son aveuglement, sa faiblesse face à Julien, son indulgence pour Paul. Pourtant, un instinct de survie la pousse à continuer. Elle cultive un petit potager, échange des œufs avec les paysans, et prie à l'église d'Yport,
cherchant un sens à son malheur. Un événement inattendu bouleverse cette solitude. Rosalie, l'ancienne bonne, revient au peuple après des années d'absence. Devenue une paysanne robuste, mariée à un fermier aisé, elle apprend la misère de Jeanne et, par gratitude, propose de l'aider. Rosalie, avec son bon sens normand, prend en main le château. Elle répare les fuites, engage une servante et gère les finances. Jeanne, d'abord réticente, accepte, touchée par cette loyauté. Rosalie lui raconte son histoire. Son fils, né de Julien, est devenu un marin honnête et elle-même a surmonté la honte grâce à son travail. Cette résilience contraste avec la fragilité de Jeanne, soulignant le regard réaliste de Maupassant. Les classes populaires, malgré leurs épreuves, survivent là où les nobles s'effondrent. Un dernier drame marque Jeanne. Paul, ruiné et abandonné par sa maîtresse, s'est installé au Havre, où il vit dans la débauche. En 1850, il épouse une jeune femme enceinte, mais leur enfant, une fille, est fragile. Paul, incapable de subvenir à leurs besoins, envoie sa femme et l'enfant chez Jeanne, espérant une aide financière. Jeanne, à 53 ans, accueille sa petite fille avec un amour timide, voyant en elle une nouvelle chance. Mais la mère de l'enfant, malade, meurt peu après, et Paul, indifférent, disparaît à nouveau. Jeanne élève l'enfant, qu'elle nomme Lison, dans un peuple renaissant grâce à Rosalie. Lison, avec ses rires et ses jeux, ramène un peu de lumière dans la vie de Jeanne. Mais cette joie est fragile. La santé de l'enfant inquiète et les dettes de Paul ressuscitent. À la fin du roman, Jeanne, vieillie mais apaisée, contemple son existence. Assise dans le jardin des peuples, sous un pommier en fleurs, elle murmure « La vie, ce n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit ». Cette phrase, simple mais profonde, résume son parcours, une succession d'espoirs et de désillusions, où l'amour, malgré ses douleurs, reste une force. Maupassant, avec une vie, dresse le portrait d'une femme ordinaire, écrasée par une société patriarcale et une Normandie impitoyable. Le réalisme du roman, dans ses descriptions des paysages, des mœurs et des failles humaines, en fait une œuvre intemporelle. Jeanne, ni héroïne ni victime, est un miroir de nos propres luttes. Si ce voyage dans une vie vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui sondent l'âme. Laissez un pouce bleu et partagez en commentaire. Jeanne aurait-elle pu échapper à son destin? À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.